18h15, merci d'être avec nous en direct sur CNews et sur Europe 1. Nous allons maintenant évoquer la situation en Israël. Cela fait bientôt 6 mois que les terroristes islamistes du Hamas ont attaqué l'État hébreu. Où en est précisément la riposte de Tsahal? Gilles Kepel, on va l'écouter tout de suite. Gilles Kepel qui estime que la riposte d'Israël, justement, est en train d'échouer. On est en train aujourd'hui de passer dans une phase d'affrontement qui est de plus en plus dangereuse, puisque, au fond, après presque 6 mois d'attaque sur Gaza, l'armée israélienne n'a pas réussi à atteindre les objectifs qui avaient été fixés par M. Netanyahou. Yahya Sinwar, le patron du Hamas, responsable de l'attaque du 7 octobre, est toujours introuvable, inaccessible. Et aujourd'hui, pour sortir un peu de ce dilemme, M. Netanyahou est tenté de diriger ses attaques vers d'autres adversaires. Vincent Herouet, je rappelle que vous êtes éditorialiste politique étrangère. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyste? L'idée que Benjamin Netanyahou cherche d'autres ennemis que le Hamas parce qu'il piétine à Gaza est une idée que je ne défendrai pas personnellement. Ce qu'on a vu, c'est qu'au début, l'Iran s'est tenu sur ses gardes. Il est vrai qu'il y avait 2 groupes aéronavals américains au large et que ça suffisait à intimider les mollahs. Qu'au fil des semaines, eh bien, les différents proxys, c'est-à-dire les différentes milices qui sont subordonnées à l'Iran, que ce soit le Hezbollah au Liban, que ce soit les Houthis en mer Rouge, que ce soit les milices irakiennes chiites en Irak, donc, se sont réveillés et la pression est de plus en plus forte. Et aujourd'hui, effectivement, la mer Rouge est neutralisée, malgré la présence de tas de navires occidentaux. Le nord de la Galilée a été déserté par ses civils. Les habitants israéliens ont été obligés de se replier. Et la pression est de plus en plus forte à cette frontière. Et qu'il y a réellement, effectivement, une menace. Le bombardement de l'ambassade d'Iran à Damas, c'est un coup au but qui a été extrêmement efficace, au bon moment. Il n'y avait plus un diplomate à bord. Ils étaient tous partis fêter le Nouvel An. En revanche, il y avait des gardiens de la Révolution. C'était plus une caserne qu'un consulat. L'immeuble a été soufflé. Coup au but dans le sens où il y avait un général des gardiens de la Révolution qui a été à ce moment-là touché, tué. Et il y a en même temps un défi que Téhéran a envie de relever. Mais je ne suis pas du tout convaincu que la bataille de Gaza dégénère en conflit régional. Je pense d'une manière... Je suis presque tenté de penser que c'est le contraire. Oui. Vous ne dites pas, vous, qu'Israël est en train de se préparer à une guerre avec le Liban, par exemple? Mais vous savez, ça fait très longtemps que les Israéliens, considérant à quel point le Hezbollah a nécrosé, a pénétré l'État libanais et l'a soumis, ça fait très longtemps que les Israéliens se disent il faudra neutraliser ce front-là. Ils ont 150, le Hezbollah a une très belle machine militaire, avec 150 000 missiles qui sont pointés vers Israël, de quoi saturer totalement la défense israélienne. Donc il y a une véritable menace, un véritable risque, et l'expérience de 2006 ne les invite pas à y aller à la légère. Donc jusqu'à présent, c'est une sorte d'équilibre de la terreur. Il faut, je pense que les officiers, l'état-major israélien est suffisamment conscient de tout cela, et en même temps de l'avancée du temps qui permet à l'Iran d'arriver au seuil nucléaire et d'être demain une puissance souveraine, inexpugnable. Tout ça fait un environnement qui est très compliqué. Mais je ne suis pas convaincu que de proche en proche, on aille comme ça vers l'embrasement général. Et je pense qu'au contraire, le conflit à Gaza est peut-être une façon de contenir cette grande, comment dire, cette guerre qui ne dit pas son nom, entre 2 ennemis qui se jaugent, qui se défient et qui essaient de se neutraliser. Alors l'armée israélienne a reconnu aujourd'hui, je cite, une grave erreur après la frappe qui a tué dans la bande de Gaza 7 membres d'une ONG humanitaire, parmi lesquels 6 étrangers. On écoute le porte-parole de l'armée israélienne. Les forces israéliennes ont procédé à un débriefing préliminaire. Je veux être très clair. L'attaque n'a pas été menée dans l'intention de nuire aux travailleurs humanitaires de World Central Kitchen. Il s'agit d'une erreur qui fait suite à une mauvaise identification pendant la nuit, au cours d'une guerre dans des conditions très complexes. Cela n'aurait pas dû se produire.
Et hier, le président d'Israël, Isaac Herzog, avait déjà présenté ses excuses. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a évoqué, lui, une frappe non intentionnelle et, je cite, tragique. Allié historique d'Israël, les États-Unis ont également réclamé une enquête rapide sur le drame. Jean-Sébastien Ferjou, est-ce qu'Israël risque de payer cher cette erreur ou est-ce que le soutien des États-Unis va finalement rester aussi fort qu'avant ? Ça jette le trouble à l'intérieur d'Israël et ça entre en résonance à quelque chose qui est déjà présent en Israël. L'ancien président israélien Reuven Rivlin le disait notamment hier, me semble-t-il, en disant « Attention, Israël est en train de perdre ce qui a fait sa grandeur, c'est-à-dire cette espèce de vocation à rester dans la dignité et dans la morale. » Et en plus de risquer de le perdre comme trésor finalement propre à l'État d'Israël, il risque de le perdre dans le regard du reste du monde. Donc ces questions-là, elles sont véritablement en train de monter au sein de la société israélienne. Pendant très longtemps, il y a eu, contrairement d'ailleurs à ce qu'on était rapporté à l'étranger, un grand consensus, quelle que soit l'origine politique des ministres de la coalition. Benny Gantz notamment soutenait Benjamin Netanyahou sur l'intervention à Gaza, parce que ce que disait Vincent Hervouet est très important. Effectivement, les Israéliens se vivent dans une situation de menace existentielle. Ils voient un Iran qui essaye de leur imposer une succession de conflits secondaires et ils essayent de dire non, nous ne jouerons pas chacun de ces conflits secondaires-là, Gaza, puis le Liban, puis je ne sais plus quel groupe islamique en Cisjordanie, puis les Houthis. Si les Iraniens veulent aller véritablement à la guerre, nous irons directement à la guerre parce que nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de mener tous ces combats-là. Et ça crée une espèce d'équilibre de la terreur, comme le disait effectivement Vincent Hervouet, parce que les Iraniens eux-mêmes ne pourraient pas se permettre un conflit d'une telle intensité. Maintenant, il y a le militaire à Gaza, avec toujours la question pendante des dirigeants du Hamas qui semblent être réfugiés à Rafah, dans le sud de Liban, et la question d'une offensive sur Rafah, et la question quand même d'un Israël, à quel point Israël... Ça fait longtemps que les Israéliens ont renoncé, vous connaissez la fameuse phrase, ont renoncé finalement à bénéficier du soutien de l'opinion internationale. Vous connaissez la fameuse phrase de Golda Meir, nous préférons vos condamnations à vos condoléances. Là, il se passe quand même un peu quelque chose d'autre, parce qu'il ne faudrait pas que l'Occident, en quelque sorte, finisse par abandonner le soutien militaire. Si les Américains arrêtent de livrer des munitions à Israël, c'est fini en très peu de temps. Alors, Vincent Hervouet, elle en est où ? Mais on n'en est pas là. Elle en est où, cette guerre, précisément ? Elle a lieu depuis maintenant quasiment 6 mois. Est-ce qu'elle peut encore durer 6 mois ? C'est une guerre asymétrique extrêmement dure. Les Israéliens donnent l'impression de tenir, prétendent en tout cas, qu'ils ont décimé une grande partie de l'appareil du Hamas. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas le cas ? J'en sais rien. Je ne peux pas en juger. Donc je suis très prudent là-dessus. Moi, ce que je remarque, c'est que ça fait 6 mois qu'il y a 130 otages, dont tous ne sont pas vivants, mais une centaine est vivants, qui sont toujours enterrés vivants, justement. Et on l'espère pour eux qu'ils supportent ça. 6 mois, c'est interminable. On n'a pas les opérations rescue pour les sortir des griffes de leur geôlier ont été extraordinairement limitées. Je crois que les Israéliens, c'est 2 et 2, hein. Et encore, on ne connaît pas réellement le détail. Mais donc, c'est un ennemi qui est très dur. Les opérations à l'hôpital Al-Shifa qui viennent de se dérouler là, et dans le scandale général dans le monde arabe, mais aussi les Américains ont fini par tiquer et les Européens d'eux-mêmes. Eh bien, ça donne pas grand-chose. Hein. On n'a pas trouvé cette espèce de grand quartier général souterrain. Les Israéliens prétendent avoir arrêté les terroristes sur place. Vous voyez, il n'y a pas de victoire qui soit éclatante et qui permettrait notamment au gouvernement israélien de négocier en disant on a gagné. Mais vous pensez que cette victoire définitive, elle est illusoire ? Je pense que si on s'imagine mettre fin pour toujours à la résistance islamique, comme il s'appelle, au Hamas, par ces moyens-là, on se leurre. Hein. On arrivera à les réduire, mais certainement pas les éliminer.
On va écouter à présent un témoignage qui est bien sûr poignant parce qu'il vient d'un homme qui a 71 ans, Louis Haar, qui est revenu de l'enfer. On évoquait ces otages retenus depuis 6 mois. Il a été secouru le 12 février dernier par les forces spéciales israéliennes. Après lui, plus de 4 mois de captivité dans les geôles des terroristes islamistes du Hamas. Réveillé en pleine nuit par une explosion, il revient sur une scène qu'il décrit lui-même comme étant surréaliste et sur les conditions de sa détention. Le récit est signé Régine Delfour. Ce sont ces tirs incessants qui réveillent Louis. Il a juste le temps de rouler son matelas pour trouver un abri sans tomber sur ses ravisseurs. J'ai compris que quelque chose se passait à l'intérieur de cette maison. J'ai réalisé que ce n'étaient pas mes ravisseurs et quelqu'un m'a appelé. « Louis, par ici, par ici ». Et puis quelqu'un m'a dit « C'est Tsahal, nous sommes venus te ramener à la maison ». Vers 1h du matin, ce 12 février, les forces spéciales appuyées par l'aviation israélienne ouvrent le feu. Objectif, exfiltrer 2 hommes retenus en otage depuis le 7 octobre. Louis et son camarade sortent de leur calvaire. Dis-moi, tu es sûr que nous ne sommes pas dans un film? Je n'en suis pas certain, parce qu'il s'est passé tellement de choses tout ce temps. Est-ce bien réel? Même aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Louis n'oublie pas l'enfer qu'il a vécu pendant plus de 4 mois, avec d'autres otages retenus à plus de 30 mètres sous terre. Il y avait un terroriste qui marchait avec nous en exhibant son arme et nous faisait toutes sortes de mauvaises blagues, en particulier sur la jeune fille israélienne de 17 ans. Il l'a vraiment harcelée. Libéré depuis bientôt 2 mois, Louis se réveille parfois au milieu de la nuit, hanté par ses ravisseurs. Il n'espère désormais qu'une seule chose, le retour de tous les otages. Alexandre Devecchio, le sentiment que j'ai parfois, pour ne pas dire souvent, c'est que ces otages-là, ceux qui sont encore retenus, ceux qui sont morts le 7 octobre, le monde occidental les a un peu trop oubliés, me semble-t-il. Je pense que ça honte la société israélienne, surtout qu'on sait que... La société israélienne, oui. Oui, c'est ce que j'allais y venir. Beaucoup moins, effectivement, la société occidentale. On a pensé à eux pendant quelques semaines, mais ensuite, ils se sont progressivement effacés. Oui, parce que dans un conflit asymétrique, et c'est ce que joue le Hamas, ça apparaît à tort comme le combat de David contre Goliath. Donc l'émotion internationale s'est tournée davantage pour les Palestiniens qui étaient sous les bombes, sans voir que effectivement Israël vit une crise, joue sa survie en réalité, et que c'est plus compliqué que David contre Goliath, puisque c'est un petit pays qui est entouré de pays arabes. Alors certes, il y a eu un certain nombre d'accords, mais ce sont quand même des pays ennemis. On rappelait tout à l'heure qu'il y avait la menace du Hezbollah libanais. Donc cette vision manichéenne, hélas, l'a emporté chez la plupart des opinions, dans la plupart des opinions publiques occidentales, aussi parce qu'on a des sociétés occidentales où la place de l'islam est de plus en plus importante, et on sait qu'il y a une solidarité des musulmans très grande à l'égard des Palestiniens, et ça finit par influencer, je dirais, et les opinions publiques occidentales et aussi les dirigeants occidentaux qui ont une forme de pression quand, comme en France, il y a des millions de musulmans, ça modifie forcément la politique intérieure. Oui, Geoffroy Lejeune, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que si l'armée israélienne se bat dans la bande de Gaza, c'est pour que plus jamais il n'y ait d'otages et que plus jamais il n'y ait de morts comme le 7 octobre, pour que plus jamais qui que ce soit n'ait à subir ce qu'a subi cet homme de 71 ans et qu'il décrit là avec des mots très touchants. Nous, ça nous paraît évident, mais en réalité, il y a un problème dans cette équation, c'est que pourquoi les gens du Hamas rendraient les otages aujourd'hui, en réalité ? Moi j'en ai discuté un peu avec des gens qui étaient partie prenante de ce conflit, qui m'ont expliqué qu'en fait c'est la certitude de se faire, de subir le lendemain une attaque définitive et extrêmement lourde. Donc depuis maintenant 180 jours, on est bloqué autour de cette question qui est épouvantable, à laquelle il n'y a pas de bonne réponse en réalité. Israël est tombé le 7 octobre dans un piège dont il ne peut pas sortir, et moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Alexandre. En observateur très lointain, j'ai quand même le sentiment que la bataille de l'opinion publique occidentale ou internationale, elle n'est pas gagnée par Israël pour l'instant.
Le 7 octobre, elle l'était, indubitablement. Et en fait, après, il y a une évolution le Hamas a un sens de la communication assez aiguisé, en réalité.